Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour ce nouvel agro-webinaire du mardi qu'on organise avec l'ACTA. Et ce webinaire porte cette fois-ci sur la microbiologie des sols au service de la production agricole. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes qui vont aborder les différents points de vue habituels de nos webinaires. Donc, Lionel Rangeard, qui est directeur de recherche à INRAE, Mathieu Vallée, qui est responsable scientifique du pôle agriculture du laboratoire Auréa, et Pierre Muliez, qui est responsable du service agronomie à la Chambre d'agriculture régionale des Pays de Loire. Et donc, pendant que vous arrivez et que Lionel va pouvoir installer son diaporama, je vous rappelle que vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et moi-même. La première façon, c'est en cliquant sur le bouton discussion. Ce bouton vous sert à nous donner des informations ou nous à vous en donner. Et également, vous pouvez me faire part de vos éventuels soucis techniques via ce bouton. L'autre rubrique est la rubrique QR pour questions-réponses. Cette rubrique est importante pour vous et nous, puisqu'elle vous permet de poser toutes les questions que vous avez envie de poser aux intervenants, que ce soit des questions à l'un ou pour les trois. Et ces questions seront traitées à la fin de leurs trois interventions. Je relirai vos questions à l'oral. On pourra aussi éventuellement y répondre à l'écrit s'il y a beaucoup de questions. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole à Lionel. Tu peux rappeler peut-être, Lionel, d'où tu parles, parce que je vous ai décrit un peu rapidement. Mathieu et Pierre, vous pourrez aussi développer un peu plus votre pédigré. Voilà, Lionel, je te laisse la parole pour démarrer ce webinaire. Eh ben, merci Philippe. Alors oui, donc je suis Lionel Rangeard, je suis directeur de recherche à l'INRA de Dijon, dans l'UMR agroécologie. Et ma spécialité, c'est l'écologie des sols, et notamment l'écologie microbienne des sols, et plus particulièrement à l'INRA, l'écologie microbienne des sols agricoles. Et donc mon intervention aujourd'hui va être portée bien sûr sur la qualité microbiologique des sols, au service de la production agricole. Voilà. Si l'animation des diapos rate un peu, vous n'hésitez pas à me prévenir. Donc, Tout j'aime va bien bien. rentrer dans le monde de la biodiversité des sols qui me passionne, vous rappeler un peu l'intérêt du sol et surtout les services, ces fameux services écosystémiques qui sont fournis par le sol. Alors, ça, c'est la planche de la FAO assez classique pour dire qu'il y a trois grands types de services. Des services d'approvisionnement de fourniture d'aliments, d'éléments nutritifs, d'habitat aussi pour les organismes vivants, on va en discuter tout de suite après, de composants pharmaceutiques, de fondations aussi et de fondements pour les infrastructures, de matériaux, etc. Des services de régulation. Alors, la grosse régulation dont on discute beaucoup aujourd'hui, c'est la régulation du climat, hein, notamment par les gaz à effet de serre, hein, stockés ou déstockés, la séquestration du carbone, mais aussi la purification de l'eau et aussi la régulation des cycles de l'eau. Et enfin, une troisième sorte de services plus patrimoniaux, voilà, le sol et notre histoire et renferme notre patrimoine culturel. L'ensemble de ces services est très important pour les sociétés humaines et si on les monétarise, il y a eu un petit essai fait il y a quelques années, et si on perd ces services fournis par le sol, ça s'estime à une perte économique de 20 milliards de dollars par an. Autre chiffre très important aussi pour le sol, c'est que 95% de nos aliments viennent du sol et on pourrait augmenter ce pourcentage à 99 parce que même la pêche côtière marine est influencée notamment par les sédiments et les éléments minéraux qui arrivent par l'érosion des sols au niveau des rivières. Donc le sol est une matrice très importante. Et si elle est très importante et si elle fournit des services, c'est justement aussi parce qu'elle renferme une énorme biodiversité. Le sol est considéré comme la troisième frontière biotique de notre planète. Les deux autres frontières sont les forêts tropicales humides et les fosses océaniques, qui sont encore des environnements très biodiversifiés et en exploration. Et le sol renferme donc, vous pouvez le voir sur cette diapositive, une grande diversité d'organismes en termes de taille. On a des organismes très petits, comme les micro-organismes, bactéries et champignons, puis après on a les organismes de la faune, microfaune, mésofaune, et puis macrofaune du sol, un peu plus gros, avec la star des organismes vivants des sols qui sont les vers de terre, notamment dans le monde agricole. On les connaît bien, on les voit, on les compte, on essaye de les identifier.
Aussi une grande différence donc de forme, mais aussi de ressources génétiques, parce que le sol, par cette diversité très importante, renferme aussi énormément de ressources génétiques qui vont porter des fonctions, et ces fonctions vont être à la base des services écosystémiques que l'on a décrits juste auparavant. Si on donne quelques chiffres assez emblématiques, sur la faune du sol, on peut avoir jusqu'à 10 000 espèces par mètre carré, donc un chiffre assez important. Sur les vers de terre, on aime bien les peser, les vers de terre. Ça peut être plusieurs tonnes de masse vivante, de biomasse de vers de terre par hectare, y compris dans des sols agricoles. Et puis les micro-organismes qui sont un peu hors catégorie, puisqu'ils sont petits et donc très nombreux. On a 1 milliard, par exemple, de bactéries par gramme de sol, et ce milliard de bactéries renferme 1 million d'espèces. Et tout ceci, aujourd'hui, nous permet de dire que, indépendamment d'être une frontière biotique, le sol renferme 30% de la biodiversité totale de notre planète. Et encore, aujourd'hui, on estime connaître à peu près 10% de ces espèces présentes dans le sol, notamment au niveau des micro-organismes, c'est-à-dire qu'on sous-estime encore sûrement énormément cette biodiversité du sol et sa part relative à l'échelle de notre planète. Alors, je vais focaliser un peu plus sur les micro-organismes qui représentent ma compétence. Alors, Hubert Reeves disait à une époque qu'il y avait plus de micro-organismes dans un mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel. On peut le concevoir quand on sait, comme je vous rappelle ce chiffre, qu'on a 1 milliard de bactéries par gramme de sol et qui renferment 1 million d'espèces. Sur les champignons, on en a un peu moins parce qu'ils sont un peu plus gros, donc on a quelques millions de champignons par gramme de sol, bien sûr des champignons microscopiques, hein, pas les carpophores qu'on voit dans les forêts, et quelques milliers d'espèces renfermées chez ces champignons. Et puis s'ils sont diversifiés, nombreux et très variables, ces micro-organismes, c'est qu'ils portent, ils sont à la base de fonctions très importantes. Et si on doit en retenir qu'une, c'est la fonction de dégradation, minéralisation de la matière organique, qui permet le recyclage du carbone, le recyclage des éléments nutritifs, et donc tout le pilier de la fertilité biologique des sols. Ces micro-organismes, ils sont aussi fortement impliqués dans la structuration du sol, notamment la stabilité structurale, la porosité, la stabilité des agrégats. Comme ils sont capables un petit peu de tout dégrader ou de tout transformer, parce que tout est source de carbone et d'énergie pour eux, eh ben, ils sont impliqués aussi dans la dépollution du sol. Chaque fois qu'il y a un nouvel élément qui arrive au niveau du sol, organique ou minéral, les micro-organismes vont essayer de l'utiliser, et quand c'est des polluants organiques, ils vont le dégrader. Alors après, ça peut être plus ou moins long. Et puis, les micro-organismes aussi sont connus pour être des pathogènes, notamment végétaux dans le contexte agricole, mais il y en a aussi énormément qui sont bénéfiques et qui sont antagonistes de ces pathogènes, et on les utilise en termes de lutte biologique. Alors là, je vais vous présenter rapidement aussi l'intérêt de cette biodiversité microbienne, parce que c'est toujours un peu incantatoire de dire qu'il y a beaucoup de biodiversité microbienne dans un sol et qu'elle porte des grandes fonctions. Et donc, nous, à l'INRA de Dijon, dans l'UMR Agroécologie, on a essayé de regarder le lien direct entre une baisse de cette biodiversité microbienne dans un sol et les fonctions exprimées par un sol. Et donc, de façon artificielle, on a réussi à baisser de 30% la diversité microbienne d'un sol. Et sur le sol qui avait une baisse de 30% de la diversité microbienne, on a mesuré certaines fonctions. Ce que l'on voit, c'est que cette baisse de 30% du nombre d'espèces chez les bactéries et les champignons entraîne une baisse de 40% de la minéralisation de la matière organique. Et si on fait pousser des plantes sur ce sol déprécié en biodiversité microbienne, on a une perte de 50% de la productivité végétale due à cette perte de biodiversité. Et ça, même si on rajoute des engrais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facteur limitant d'un point de vue élément nutritif. Si on regarde la stabilité structurale, on voit qu'il y a une relation directe, parce qu'une baisse de 30% de la diversité microbienne du sol entraîne une baisse de 50% de la stabilité structurale du sol. Et puis, un paramètre aussi que l'on teste, c'est le temps de survie des pathogènes. Lorsqu'on met un pathogène dans le sol qui n'est pas originaire du sol, donc qui doit être éliminé très rapidement, et ben, quand on baisse de 30% la diversité microbienne d'un sol, on diminue l'effet barrière, un petit peu comme le tube digestif, hein, on a une barrière de micro-organismes indigènes. Et donc, le temps de survie du pathogène dans le sol augmente. Il passe de, par exemple, pour l'Listeria monocytogenes, il passe de quelques jours, 5-6 jours, à 15 jours. Et si on baisse de 50% la diversité microbienne, il peut passer à plus de 20 jours. Et donc, le pathogène a des risques de s'implanter et de faire un foyer épidémiologique. Donc, on a aussi une influence de ces diversités microbiennes sur cet effet barrière qui influence directement l'état sanitaire du sol. Alors, la France, c'est quand même un pays formidable parce que on est un petit pays, voilà, mais on a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'idées. Et dans les années 2000, on a mis en place le réseau de mesure de la qualité des sols, le RMQS, qui représente 2200 sols échantillonnés à l'échelle du territoire national de façon systématique, avec une grille régulière. Et dès les années 2005-2006, nous, on a appliqué nos outils de caractérisation microbiologique sur ces sols du RMQS. Notamment, ce sont des outils moléculaires. Je ne rentre pas dans le détail parce que ça reste de la cuisine. Et on est globalement aujourd'hui le premier pays à avoir des cartes nationales d'inventaire de l'abondance par la biomasse moléculaire microbienne et de la diversité des micro-organismes à l'échelle de notre pays. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces cartes, hein, vous les verrez par ailleurs dans d'autres ouvrages ou sur d'autres sites internet, mais
pour vous montrer déjà qu'on n'a pas de sol mort en France, et ça c'est important. Tous les sols sont vivants, tous les sols ont de la vie microbienne, mais on a quand même des sols qui sont plus ou moins vivants, puisque en bleu, on a des zones où on a peu de biomasse ou peu de biodiversité, et en rouge, on a des zones un peu plus chaudes où il y a plus de biomasse et plus de biodiversité. J'en profite aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas de lien direct entre la quantité de micro-organismes et la diversité de ces micro-organismes. On peut avoir beaucoup de micro-organismes et peu de diversité. Toutes les combinaisons sont possibles. Si on regarde un peu plus en détail quand même, et qu'on regarde les effets des paramètres environnementaux, notamment l'effet du type de sol et du mode d'usage, il y a toujours un effet sol, c'est le premier effet, que ce soit pour l'abondance des micro-organismes ou pour la diversité des bactéries, mais on a aussi un effet mode d'usage, et notamment, on a moins d'abondance de micro-organismes, de biomasse microbienne, dans des sols cultivés, et notamment dans des sols de vigne, parce qu'on a plus d'agression au niveau de ces sols, au niveau mécanique, au niveau chimique, on a moins de ressources aussi carbonées, ce qui fait qu'on a moins de micro-organismes. Par contre, en termes de diversité, on a un résultat assez original, c'est qu'on a plus de diversité, notamment bactérienne, au niveau des sols de grande culture en comparaison des prairies et des forêts. Et ceci, on l'explique parce que les bactéries sont des organismes petits, avec des capacités adaptatives très importantes. Et en fait, quand on crée de la perturbation au niveau de ces sols agricoles, par le travail du sol, par des mauvaises couvertures de sol, ça crée de la perturbation et ça crée de la diversité. C'est-à-dire que les communautés bactériennes réagissent et créent de la diversité, créent des espèces pour s'adapter à ces perturbations. Toutefois, on a voulu aller un peu plus loin que des notions de diversité et une métrique de la diversité. On a voulu aussi analyser les réseaux d'interaction entre les bactéries au sein des sols du RMQS. C'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on met des logos comme Facebook, Twitter. C'est qu'on va regarder les interactions biotiques positives et négatives entre les différentes bactéries en fonction des types de sols. Et d'ailleurs, ce sont des concepts d'écologie très anciens, mais qui ont été revisités par les métriques des réseaux sociaux dernièrement. Et si on applique au réseau RMQS de tous les sols, voilà ce que l'on obtient. Les boules sont des espèces ou des taxons bactériens, et les traits verts sont des interactions positives, et les traits rouges des interactions négatives. Ça, c'est l'ensemble du réseau à l'échelle du RMQS, qui n'a pas un intérêt formidable, puisque le but, c'est de comparer les réseaux en fonction de différents paramètres environnementaux. Et si justement on compare ces réseaux d'interaction en fonction des modes d'usage, comme les forêts, les prairies, les cultures et les vignes, on peut voir qu'en forêt et en prairie, on a des réseaux qui sont très complexes, avec beaucoup de liens positifs, beaucoup de liens négatifs, et que quand on regarde, on les compare à des réseaux sous grande culture céréalière ou sous vigne, on voit des réseaux qui se simplifient, avec moins d'interactions, et pourtant on a plus de diversité bactérienne dans ces sols-là, donc potentiellement plus d'interactions entre les taxons. Et ben, au contraire, on a une simplification de ces réseaux, on voit même des satellites qui représentent des petits groupes de bactéries qui ne sont plus en interaction avec, j'ai envie de dire, le vaisseau mère, c'est-à-dire le reste de la communauté. Donc on perd des interactions biotiques. Et on sait que quand on perd de la complexité dans ces réseaux d'interaction, les communautés, ces réseaux sont moins complexes, moins cohésifs, il y a moins de coopération entre les espèces, et ça peut engendrer une communauté qui est moins stable, donc moins résistante aux perturbations environnementales, et aussi moins fonctionnelle. Donc ces réseaux ont une importance, et on peut voir qu'on peut avoir des augmentations de diversité dans certains cas, et une dégradation des réseaux d'interaction. Alors, je vais venir maintenant un peu plus sur des choses assez finalisées et opérationnelles. C'est que je reprends mon jeu de données RMQS, que ce soit pour l'abondance ou la diversité bactérienne, et indépendamment d'avoir une amélioration des connaissances sur la distribution des micro-organismes, les paramètres de l'environnement qui vont expliquer ces distributions ou qui vont réguler leur abondance et leur diversité, ces jeux de données représentent aussi des référentiels. Et nos outils, donc techniques de caractérisation moléculaire des micro-organismes du sol, deviennent des indicateurs. On a des outils standardisés et on a un référentiel d'interprétation. Et aujourd'hui, grâce à ces outils et ce jeu de données, on est capable de faire un diagnostic opérationnel de la qualité microbiologique des sols. Et pour chaque parcelle donnée, en fonction de sa physico-chimie, on est capable, je ne sais pas si on voit ma souris en live, on est capable de déterminer une valeur de référence pour chaque parcelle agricole ou autre, enfin chaque parcelle de sol. C'est exactement comme une analyse de sang, où on va vous comparer à une cohorte de patients qui est similaire à vous, même âge, même sexe, même mode de vie, même région, etc. Et ben, on est capable de le faire aujourd'hui pour ces indicateurs de qualité microbiologique. On voit Et bien donc, ta souris, hein, Lionel, hein. On voit pardon. bien ta souris, tu peux l'utiliser. Donc, je pourrais l'utiliser. Fort de ces outils donc opérationnels en termes de diagnostic, et ben, depuis une dizaine d'années, on a développé des projets de sciences participatives, notamment comme le projet Agrinov, où on a voulu travailler directement avec le monde agricole pour leur proposer ces outils, essayer de référencer aussi leurs besoins, leurs questionnements, et petit à petit équiper les agriculteurs avec ces outils afin qu'ils puissent eux-mêmes évaluer l'impact de leurs pratiques sur la biologie de leur sol. Alors, on ne va pas les équiper de laboratoires de biologie moléculaire, mais le but, c'est de leur montrer que ces outils existent. Vous verrez après dans les interventions de Mathieu et de Pierre qu'il y a toute une structure analytique qui est en train de se mettre en place pour les proposer en prestation. Et c'est surtout pour que les agriculteurs s'approprient ces outils et les comparent aussi aux observations de terrain
qu'ils font au quotidien et essayer de caler ces observations de terrain, d'amélioration ou de dégradation de leur sol ou de leur culture sur des notions de qualité microbiologique qu'on ne voit pas facilement. Donc, dans le réseau Agrinov, on avait 250 fermes, moitié en grande culture, moitié en viticulture. On a mis en place un réseau d'agriculteurs et de viticulteurs, on a développé des fondations, et puis on a validé un tableau de bord. Alors moi, je vous parle beaucoup de micro-organismes, mais il y avait aussi les nématodes et les vers de terre. Et Pierre détaillera un peu plus ça après. Alors, des résultats très rapides, c'est que tout d'abord, je vous confirme que les sols français ne sont pas morts et les sols agricoles ne sont pas plus morts. Sur la base de notre tableau de bord, on avait seulement 10% des parcelles agricoles sur ces 250 qui étaient dans le rouge, c'est-à-dire fortement dépréciées en biologie. 32% qui étaient dans le vert et une grosse moitié qui était dans l'orange, c'est-à-dire une situation non critique, mais qui est quand même à surveiller et surtout qu'il faut le faire passer dans le vert avec des bonnes pratiques. 97% des agriculteurs sont allés jusqu'au bout du processus, donc ça aussi, c'est un vrai livrable, un vrai point positif. Les agriculteurs sont motivés, ça les intéresse et ça répond à des questionnements. Et puis surtout, par ces projets, on arrive aussi à faire des changements dans les pratiques par les agriculteurs, à partir du moment où on les sensibilise et on les équipe avec des informations qui leur permettent de voir l'impact positif ou négatif de leurs pratiques. Alors, fort de ces projets, il y en a d'autres. On a commencé aussi à hiérarchiser les pratiques agricoles sur la qualité microbiologique des sols. Alors, globalement, il y a deux grandes pratiques qui sont négatives pour la qualité microbiologique et j'ai envie de dire pour la qualité biologique en général. C'est le travail du sol. Donc, cette agression mécanique qui casse les agrégats, donc qui casse les habitats des organismes vivants et notamment des micro-organismes, c'est un paramètre négatif. Et puis, les biocides avec les pesticides. Après, on a des pratiques qui sont plus vertueuses, avec un impact positif, notamment avoir une bonne couverture diversifiée des sols en termes de rotation, mais aussi en termes d'interculture, et en vigne en termes d'enherbement, mais aussi diversifié. Et puis des apports organiques qui vont aussi nourrir les organismes, et notamment les micro-organismes. Ce n'est pas que les engrais chimiques ont un impact négatif, c'est qu'ils sont relativement neutres. Par contre, si on privilégie des sources organiques d'amendement ou d'engrais, on va stimuler la vie biologique et notamment la vie microbiologique. Et puis, pour finir, en fait, voilà, je voulais montrer ce schéma qui est un petit peu compliqué, mais vous aurez l'occasion de faire un focus dessus parce qu'on est enregistré, où on montre que ce patrimoine microbiologique et notamment biologique du sol, il n'y a pas que les micro-organismes, vers de terre, nématodes et tout le reste de la faune, donc va porter des fonctions biologiques. Je vous en ai cité la plupart. Ces fonctions biologiques peuvent être traduites en fonctions agronomiques, comme des notions de fertilité physique, biologique, d'état sanitaire, et surtout, en questionnement agricole, gestion de la réserve en eau, gestion de la fertilité, gestion de la protection des cultures, empreinte environnementale et plus globalement la durabilité du système. Voilà. Donc, je vais finir par deux ouvrages que vous trouverez assez facilement. La microbiologie moléculaire au service du diagnostic environnemental, c'est un ouvrage qui est édité par l'ADEME et que l'on a rédigé, qui vous montrera un peu tout le côté opérationnel des outils de microbiologie, alors dans le sol, mais pas que, dans l'eau, dans l'air et aussi dans les déchets. Voilà, sur les outils disponibles et les applications opérationnelles que l'on peut en faire. Et puis un ouvrage à droite plus naturaliste qui reprend toutes les données que l'on a du RMQS et dont je vous ai présenté certaines. C'est l'Atlas français des bactéries du sol. Pour information, l'Atlas français des champignons du sol est en cours de préparation et devrait voir le jour d'ici à fin 2023, début 2024. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, si j'ai bien compris la consigne, je vais arrêter le partage et passer la main donc à Mathieu Vallée du laboratoire Auréa et qui va vous présenter justement l'aspect très opérationnel de nos outils puisque le laboratoire Auréa est en train de les acquérir pour les mettre en prestation. Du coup, Philippe, tu as pris la main, j'étais trop long à faire le partage. Merci beaucoup Lionel. Oui, parce que Mathieu m'a installé. Franchement, merci beaucoup. C'est une gageure de présenter ce contenu de connaissances en si peu de temps. Merci et bravo. Et je crois que Mathieu va pouvoir maintenant entrer dans des éléments de pratique. Comment passer des connaissances à la pratique. Voilà, c'est tout à fait ça. Merci, merci Philippe, merci Lionel. Bonjour à tous. Donc Mathieu Vallée, donc responsable scientifique pour le laboratoire Auréa Agrosciences, en charge des développements notamment des offres de services de bioindicateurs. Et il se trouve que je suis aussi l'animateur du groupe fertilité organique et biologique du Comifère, qui traite entre autres de ces questionnements-là. Donc là, j'ai une dizaine de minutes pour vous parler effectivement de l'application de ce que vient vous décrire Lionel pour la gestion, diagnostic et conseil pour la gestion des sols agricoles. Donc en fait,
voilà, quand on se fait l'état des lieux de ce qui est disponible aujourd'hui et classiquement utilisé, si on reprend les services rendus par les sols, aujourd'hui, les outils se focalisent surtout sur le service fourniture de nutriments aux plantes. C'est-à-dire que quand on schématise un peu l'ensemble des pratiques culturelles sur lesquelles on peut intervenir, eh bien, les analyses ou les services qui sont majoritairement basés sur les analyses de terre et de plantes vont se focaliser principalement sur la partie fertilisation, les leviers donc organiques ou minérales, et puis la partie également amendement. Donc ça, voilà, c'est des outils qui sont opérationnels, très performants, notamment parce que c'est des outils qui permettent d'aboutir à un conseil opérationnel. On délivre concrètement une dose de fertilisant, d'amendement, tout ça parce qu'effectivement, les indicateurs qu'on mobilise, on peut les relier directement avec, par exemple, le rendement ou les différents indicateurs de production végétale. Vous avez deux exemples ici, hein, à gauche, relation entre le rendement et puis la teneur en phosphore ou sène, et puis à droite, relation entre le rendement et le pH eau. Donc voilà, on peut définir des seuils, des niveaux souhaitables pour ces indicateurs-là, et on dispose également de référentiels d'interprétation validés sur de nombreuses données, notamment les essais longue durée qu'il y a eu depuis de nombreuses années en France et à l'international. Donc on a quelque chose qui est très concret, qui est validé, et aussi qui va être très maîtrisé dans le sens industriel, c'est-à-dire que sur chacun des maillons, que ce soit la relation avec le client, que ce soit la partie échantillonnage, on a des choses extrêmement finalisées, donc qui permettent d'avoir un service qui répond, on l'espère, aux attentes de ceux qui vont le solliciter. Et c'est aussi des outils qui sont bien valorisés par l'ensemble des acteurs de la filière, certes les agriculteurs, mais aussi tout ce qui va naviguer autour de l'agriculteur, hein, la distribution, les prescripteurs, certains bureaux d'études, les groupements techniques, les instituts, eux, ils vont s'en servir soit pour aider la vente d'intrants, vente de services, gérer les plans d'épandage. Voilà, donc il y a des utilisations multiples et variées de l'ensemble de ces indicateurs. Et donc, ça, ce conseil, c'est voilà, aujourd'hui, on s'intéresse surtout aux services fourniture de nutriments, sauf que, comme l'a montré Lionel, les sols peuvent rendre beaucoup plus de services que ça. Sur effectivement énormément de fonctions qui vont intéresser l'agriculteur, mais aussi potentiellement la société avec les atténuations du changement climatique. Et c'est là où on voit que les analyses actuelles sont limitantes, limitées, puisqu'elles ne sont pas capables de répondre à l'ensemble de ces questionnements-là. Et donc, là, c'est ce contexte d'agroécologie qu'on voit apparaître. Et donc là, on a besoin de faire évoluer forcément le conseil de gestion des sols tout en conservant quand même des conseils sur la fertilisation. L'idée, ce n'est pas de s'en affranchir, mais c'est d'intégrer l'ensemble des pratiques agricoles dans le conseil, quoi. Et donc pas uniquement la partie fertile. Et donc pour ça, on sait que notre approche actuelle avec l'analyse de terre permet de bien évaluer les composantes intrinsèques de la qualité du sol, la physico-chimie, la réserve nutritive, et il faut compléter ça par des composantes dynamiques, notamment sur la structure des sols et puis également sur la biologie. Et comme on le voit sur le schéma ici, c'est bien les trois composantes qu'il y a à intégrer, et c'est sur la partie biologique où aujourd'hui il y a des manques, et c'est sur lesquels on fait les principaux développements. Et donc, quand on va s'intéresser aux organismes du sol, leur abondance, leur activité, leur diversité, nous semble indispensable pour bien valoriser les fonctions et services du sol grâce aux pratiques culturelles. Dans le cadre de ce constat que le projet Agroécosol a vu le jour et est en cours, puisque c'est un projet donc investissement d'avenir de l'ADEME qui a pour objectif de développer une filière technique et économique sur le diagnostic et le conseil de gestion agroécologique des sols. Donc en partenariat avec INRAE, dont l'équipe de Lionel notamment, et puis également Arvalis. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? En gros, il y a deux gros volets. Ça va être à la fois industrialiser des processus d'analyse. Dans le sens industrialisé, c'est les rendre accessibles au même niveau ou à des niveaux comparables que ce qu'on a aujourd'hui sur les analyses de terre. Donc, ça va inclure du transfert de technologie, ça va acquérir de l'acquisition de données, ça va contenir aussi de l'optimisation de processus pour notamment l'échantillonnage, la préparation, l'analyse, pour que tout ça soit le plus optimisé possible.
Et puis, bon, c'est très bien d'avoir des résultats d'analyse, mais il faut être capable de les interpréter. Là aussi, donc, il y a besoin de construire tout un conseil opérationnel à partir de ces bioindicateurs. Lionel vous a montré que pour certains, on était capable de positionner une valeur de référence et donc de pouvoir se comparer. Et du coup, derrière, il faut dire quelle est la conséquence de cet écart à la valeur de référence et comment je suis capable de définir des niveaux souhaitables de fonctions et services pour chacun des éléments que j'aurais renseignés sur l'analyse, et puis quels sont les leviers si les services ne sont pas suffisants, quels sont les leviers à mettre en œuvre pour aboutir à justement à une amélioration de la situation. Donc, ce projet est quasiment sur la fin, il se termine fin d'année, début d'année prochaine, et donc c'est pour aboutir à une offre. Donc cette offre agroécosol, qu'est-ce qu'elle sera, puisque ce n'est pas encore complètement finalisé? Il y a une partie terrain, observation, prélèvement, puisque on l'a vu, l'état structural c'est extrêmement important pour bien apprécier, y compris la biologie des sols. Donc des observations terrain, tests bêches, des prélèvements spécifiques. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien, il y a une vidéo qu'on a réalisée là spécifiquement sur les prélèvements sur notre chaîne YouTube. Donc, une fois que les échantillonnages sont faits et les observations sont faites, après, on va analyser ce qui a été prélevé. Et donc, en plus des analyses de terre physico-chimiques et des observations terrain, on va mobiliser un certain nombre de bioindicateurs, soit des bioindicateurs qui vont renseigner sur les différents compartiments de carbone et d'azote du sol, plus ou moins actifs, plus ou moins labiles, comme du carbone oxydable au permanganate de potassium, des différentes fractions de matière organique obtenues par tamisage granulo et éventuellement différentes qualités de matière organique, azote minéralisable ou carbone microbien. Ça, c'est un premier groupe d'indicateurs. On va également pouvoir s'intéresser à l'activité principalement des micro-organismes du sol au travers les mesures de différentes activités enzymatiques liées au cycle du carbone, de l'azote, du soufre, du phosphore. Et enfin, donc, on va s'intéresser aux organismes eux-mêmes, à savoir donc l'abondance et la diversité des organismes du sol. Alors bien sûr, bactéries, champignons, comme vient de le présenter Lionel, mais aussi d'autres échelles, les nématodes, les colamboles, les acariens, et puis les vers de terre et tout ce qui va être carabidés également. Donc là aussi, vous pourrez faire une pause sur écran. Je ne vais pas détailler cette diapo-là, mais il y a la liste un peu plus détaillée de l'ensemble des indicateurs qui peuvent être mobilisés dans le projet. Et donc ça, vous voyez, il y a potentiellement une quinzaine, une vingtaine d'agriculteurs. L'idée, ce n'est pas forcément de les mesurer à chaque fois, mais c'est d'adapter la combinaison d'indicateurs la plus adaptée pour répondre aux différentes thématiques d'intérêt pour l'agriculteur. Je vous en ai listé quelques-unes, elles seront encore en cours de stabilisation. Lionel les avait déjà listées un peu sur sa dernière diapo. Est-ce que je m'intéresse à ma fertilité du sol sur les aspects nutriments et eau? Est-ce que je m'intéresse plutôt à la partie structure du sol, à la partie plus santé, régulation des pathogènes, mon empreinte environnementale, stockage carbone, amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, ou j'ai des notions aussi des objectifs de maintien ou d'amélioration de la biodiversité de mes sols? Donc, en fonction de mes questionnements, je n'aurai pas forcément la même combinaison d'indicateurs qui pourra être mobilisée. Et donc, une fois que j'ai fait mes analyses, après, OK, j'ai des résultats, je suis capable de les positionner par rapport à une distribution, mais je veux aller plus loin. Et donc là, un des gros enjeux du projet, c'est d'arriver à construire à la fois du diagnostic, mais du conseil aussi à partir de ça. Et donc, vous avez ici un prototype de visuel où, pour une parcelle donnée, on va évaluer l'ensemble des fonctions fournies par le sol en les comparant au niveau que nous renseignent les indicateurs par rapport au niveau souhaitable lié à la typologie de la parcelle, au pédoclimat, à la stratégie, à la conduite de culture, parce qu'on imagine bien qu'un endivier du Nord ne va pas avoir les mêmes contraintes ou les mêmes objectifs qu'un maïsiculteur du Sud-Ouest ou qu'un éleveur breton. Donc, on va contextualiser en gros chaque élément pour après comparer les niveaux mesurés à des niveaux souhaitables. Et si jamais on est dans le vert, ça veut dire que tout va bien. Et si on s'approche du rouge, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau espéré. Et donc, dans ce cas-là, on peut proposer des leviers agronomiques à partir de ce diagnostic. Et bien sûr, en plus forcément de tout ça, on arrive sur des notions très pointues. Là, on vous donne un petit aperçu au travers de ce webinaire, mais derrière, il y a des notions assez complexes. Donc, on va aussi produire un certain nombre de supports
de formation et de documentation technique pour mettre à jour les connaissances et puis accompagner la mise en place de l'outil sur le terrain, alors à la fois auprès des agriculteurs, mais aussi des conseillers qui vont se faire le relais. En privilégiant, le confinement nous a aussi un peu aidé dans ces choix-là, des supports dématérialisés, mais en conservant aussi la possibilité d'intervenir sur site, notamment sur les formations à l'observation terrain et au test bêche. L'idée étant peut-être à aboutir à une certification, labellisation pour l'utilisation et la valorisation de l'outil. Pour terminer sur ma présentation, donc vous voyez, le projet arrive à sa fin. On est sur une finalisation tout début d'année prochaine et donc la phase de commercialisation devrait commencer printemps-été 2022 avec forcément après des phases de test et puis des montées en puissance sur l'année qui suit et les années suivantes. Voilà, j'en ai terminé pour mon intervention. Donc, je vais pouvoir laisser la main à l'intervenant suivant qui va parler d'implications concrètes auprès de groupes d'agriculteurs sur la mobilisation de ce type d'indicateur. Merci Mathieu. Donc Pierre, tu as la main pour ton diaporama. Voilà, il arrive. Effectivement, troisième point de vue, c'est celui qui porte sur l'accompagnement en formation. Et donc, tu as la main, Pierre. C'est bon. Bonjour, Pierre Mullier, donc champ d'agriculture des Pays de la Loire. Donc, je vais vous parler d'une application, tout ça chez les agriculteurs en Pays de la Loire. Donc, il s'agit en fait de faire une reconception des systèmes de culture à partir d'un diagnostic de bonne vie du sol. Voilà, donc en fait, ça s'inscrit effectivement, ce projet s'est inscrit dans un programme Console qui associe un certain nombre de partenaires, dont l'OFSV, l'ESA et l'IFV, et notamment une trentaine d'agriculteurs qui ont joué le jeu, donc au travers de 3 groupes, 2 groupes en grande culture, en Sarthe et Vendée, et un groupe en viticulture en Maine-et-Loire. Donc l'objectif pour eux, était effectivement d'abord de co-construire des systèmes de culture à partir d'un diagnostic Agrinov, donc Lionel en a parlé tout à l'heure, j'y reviendrai rapidement, et donc mettre en place, évaluer la faisabilité effectivement de ces nouveaux systèmes de culture et essayer de voir l'impact sur la qualité de vie biologique des sols. Donc là, c'est un peu ambitieux au travers effectivement de ce projet-là, on le verra. Donc voilà, c'est un projet qui a démarré en 2017 et qui va finir en 2020. Donc on a constitué des groupes en 2017. Ensuite, on a fait un diagnostic Agrinov, donc sur la base des indicateurs qui avaient été validés dans le programme Agrinov, donc piloté par l'Observatoire français des sols vivants. Il y a une étape de co-conception des systèmes derrière ces diagnostics Agrinov menés chez chacun des agriculteurs. Je vais y revenir. Et ensuite, en fait, ils ont mis en œuvre des changements de système sur les exploitations agricoles. Et en 2021, donc, on revient refaire un diagnostic de bonne vie du sol sur chacune des 30 parcelles pour pouvoir faire une évaluation finale en 2022. Donc, en fait, cette démarche s'inscrit dans une démarche REVA, donc pilotée par l'OFSV, qui part d'un diagnostic de bonne vie du sol en première année, des reconceptions de systèmes, de la mise en œuvre de ces nouveaux systèmes et un diagnostic, je dirais, plusieurs années plus tard pour voir un petit peu, je dirais, l'effet des changements de pratique. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu plus du groupe sartois, donc 9 agriculteurs en Sarthe, qui étaient plutôt effectivement en semi-direct ou en labor occasionnel, en tout cas en travail simplifié, qui étaient effectivement particulièrement mobilisés dans des comités érosion, dans des GEDA et dans différents groupes de progrès. Donc en 2018, donc, la première année, ils ont fait effectivement, je dirais, une petite formation théorique pour s'approprier les indicateurs Agrinov. Donc l'après-midi, ils ont une formation pratique pour aller prélever sur le terrain les différents échantillons pour le test des différents indicateurs. Ça a été analysé par les porteurs d'indicateurs par la suite. Et puis en fin d'année 2018, ils ont eu
les résultats par groupe. Ainsi, tout de suite, fin 2018, en fait, ils ont fait une démarche de co-conception par groupe, c'est-à-dire qu'ils se sont libérés un petit peu de toutes leurs contraintes de leur système d'exploitation pour essayer effectivement d'imaginer des nouveaux systèmes. Donc, ils ont travaillé par groupe. Et donc, derrière ça, on a fait travailler des étudiants de l'ESA pour faire une évaluation multi-critères pour évaluer effectivement chez chacun agriculteur ces nouvelles idées, et bien, quels étaient les freins à mettre en œuvre, enfin, quels étaient les freins existants pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Donc, les agriculteurs se sont revus et ont recréé ensuite, donc fin 2018-2019, leur propre nouveau système de culture à mettre en place sur la base, effectivement, je dirais, de ce diagnostic Agrinov. Voilà, effectivement, je dirais, les deux rendus synthétiques du diagnostic Agrinov avec, je dirais, une évaluation du patrimoine biologique, une évaluation de la fertilité biologique en fonction des différents indicateurs. Donc, en fait, je vous parlais un petit peu d'un agriculteur du groupe sartois. Donc, vous voyez là, effectivement, je dirais, une des synthèses de groupe du diagnostic Agrinov sur l'indicateur nématode. Donc, vous avez ça pour l'ensemble des indicateurs. Et vous voyez qu'effectivement, notre gars Philippe, qui est entouré en orange, bon, effectivement, au niveau, je dirais, des nématodes, c'était relativement moyen par rapport à la référence. Donc, bon, quelque part, il s'est remis en cause. Donc, les nématodes, bon, c'est quand même un facteur, je dirais un indicateur de fonctionnement biologique important, notamment sur la régulation des pathogènes, mais aussi sur la stabilité du fonctionnement du sol. C'est intéressant pour l'étude des changements environnementaux qu'il peut y avoir dans le contexte de la parcelle. Donc, il a effectivement, Philippe, il avait des objectifs, donc de maintenir la qualité biologique de son sol, d'avoir un système simple, parce qu'il est seul sur son exploitation agricole, et puis de pouvoir effectivement passer l'étape après glyphosate dans un système de travail superficiel. Il avait déjà effectivement des rotations qui étaient relativement longues, et il va les remettre encore une fois en cause par la co-conception. Voilà, donc il va passer effectivement à une rotation plus longue de 8 ans avec l'intégration effectivement d'une luzerne de 3 ans. Donc, ces actions, c'est aussi des actions de gestion de repousse des graminées, donc directement dans la culture de colza. Il va gérer autrement ses effluents d'élevage, il va utiliser les plants de campagne dans son colza, et voilà. Donc, vous voyez effectivement, je dirais, la rotation qui a fortement évolué suite au diagnostic Agrinov, avec notamment l'installation de la luzerne de longue durée. Donc, à moyen terme, effectivement, il veut passer en couvert permanent, introduire l'agroforesterie, donc l'ajout des légumineuses, etc. Effectivement, il avait, lors du diagnostic Agrinov, effectivement diagnostiqué un problème de structure et notamment de tassement. Voilà, donc globalement, le retour des agriculteurs, je dirais, suite à ces quelques années de reconception de systèmes, ça leur a permis effectivement pour certains de conforter leur système, d'apporter des réponses à différentes questions. Ils ont effectivement fortement apprécié, je dirais, l'étape de la co-conception. Alors bon, je vais passer effectivement, je dirais, vu que l'heure avance, je dirais les exemples d'autres agriculteurs. Vous voyez effectivement globalement les changements opérés par les différents agriculteurs des trois groupes. Ce sont des changements qui sont soit liés à l'efficience, donc ils ont essayé d'optimiser les traitements, soit ils ont substitué une technique chimique, par exemple, par une technique alternative, ou soit ils ont vraiment reconçu leur système, comme effectivement, je dirais, Philippe.
Voilà, donc dans les autres groupes, eh bien, en 85, donc en Vendée, il y a eu des doubles couverts mis en œuvre, des semis directs des semis en direct de couvert, des techniques innovantes d'implantation de céréales, du strip-till, des couverts d'été pâturables, ensuite du métail, et puis aussi en viticulture, avec notamment, je dirais, de la couverture en interrang. 2021, c'est l'année de retour. Donc, on va revenir sur les mêmes indicateurs en simplifiant un petit peu, je dirais, du fait d'un financement légèrement réduit. Donc, on va se limiter à physico-chimie, la microbio en abondance et en rapport champignon-bactéries, aux nématodes et on tâche de vers de terre, et on abandonne la diversité biologique. On fera également du Roqueval en test. Voilà, donc l'année 2021, eh bien, on a conduit un petit peu, je dirais, ce qu'on a fait en 2018 avec les agriculteurs, avec une formation un peu de rappel sur les stratégies d'échantillonnage. Donc, en fait, ensuite, ils ont été prélevés ce printemps. Les porteurs d'indicateurs sont en cours d'analyse avec une restitution donc, à la fin de cette année. Donc, conclusion, une approche innovante pour les agriculteurs. Les agriculteurs ont bien joué le jeu sur la formation, les prélèvements, la reconception de systèmes et puis la mise en œuvre des changements. Ça permet effectivement de poser des questions et d'autres questions aux agriculteurs. Et puis, Conso ne répond pas effectivement à l'objectif de mesure de l'impact des pratiques sur les indicateurs de bonne vie du sol, mais permet d'initier effectivement des évolutions et des changements de pratiques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pierre. Donc, on va départager dans l'écran. Et là, je pense que maintenant, tu peux remettre ta vidéo. La bande passante sans ton diaporama va être suffisante. Donc, on passe à la série de questions-réponses. Évidemment, il y aurait plein de choses à dire sur vos interventions très riches et très intéressantes. Alors, peut-être dans un premier temps, il y a une ou deux questions là, peut-être pour Lionel, mais peut-être aussi pour Pierre et Mathieu, qui tournent autour de la différence entre les systèmes de culture. Donc, il y avait une question de Sarah sur laquelle tu as en partie répondu, Lionel, mais il y a d'autres questions qui disent de Anne-Sophie, peut-on quantifier la perte de microbiote suite à l'emploi de pesticides ou idem sur les possibilités que pouvez-vous confirmer de Thierry qu'un traitement glyphosate compatible avec la de conservation est préférable à un labour en ce qui concerne la préservation de la biodiversité microbienne des sols. Alors, c'est des questions qu'il doit avoir très régulièrement. Je pense que, est-ce qu'il y a des connaissances suffisantes pour prendre une position de chercheur? C'est moi qui m'y colle. En tout cas, c'était pour toi, oui, la question. Vaut-il mieux un travail du sol qu'un glyphosate ou plus largement des pesticides? En fait, ça équivaut à parler de deux modes de production, c'est ce que je mettais dans une réponse, c'est-à-dire globalement l'agriculture de conservation qui ne travaille plus seul et avec un bénéfice aussi, voilà, parce qu'il n'y a pas d'agression mécanique, mais en plus, on couvre mieux les sols, et si possible de façon diversifiée, mais on continue d'utiliser des pesticides. Et puis la B, l'agriculture biologique, qui elle n'utilise plus de biocides, sauf le cuivre. Alors on pourra discuter un peu de cuivre si on a le temps. Mais qui, malheureusement, dans ce qu'on voit, c'est pas vrai partout, mais généralement, fait encore beaucoup de désherbage mécanique et donc a tendance à même intensifier un petit peu le travail du sol. En tout cas, en viticulture, c'est un peu comme ça que ça se passe, et même en grande culture, voilà, on a encore un combat contre certaines mauvaises herbes, et donc on a tendance. Et en fait, c'est ce que je mettais, on vient de faire une méta-analyse internationale qui va être publiée d'ici quelques semaines, donc je ne peux pas donner le lien aujourd'hui, je suis désolé, mais je pourrais vous le donner d'ici l'été, où on montre que d'un point de vue qualité biologique du sol, toute forme de biologie, pas que microbiologie, en fait, l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation ont des parties vertueuses et des parties un peu moins vertueuses et s'équilibrent un petit peu dans la notion de qualité biologique quand on les compare à du conventionnel. Voilà. Mais pour des raisons différentes et des pratiques différentes. Donc, est-ce qu'il vaut mieux un labour que des pesticides? Est-ce qu'il vaut mieux des pesticides qu'un travail du sol?
j'ai envie de dire, c'est dur de faire un choix. Ça dépend aussi de la vulnérabilité de votre sol à un travail du sol. Il y a des sols qui sont plus ou moins vulnérables dans leur structure, dans la stabilité structurelle à un travail du sol. Ça dépend aussi du type de travail du sol que vous faites. Il y a toute une diversité très importante de travail mécanique. Ça dépend aussi des pesticides que vous utilisez, si vous êtes plutôt sur des insecticides, des herbicides ou des antifongiques qui attaquent directement la microflore du sol, même si tout est biocide dans les pesticides. Donc il y a toujours un effet un peu sur toute la biologie du sol. Voilà, c'est un peu compliqué et je ne voudrais pas donner des grandes généralités, mais à l'échelle internationale, la conclusion, c'est que les deux sont plus vertueux que le conventionnel. Par contre, il n'y en a pas un qui sort vraiment au-dessus de l'autre. Donc, ça demanderait surtout à nous, Institut de recherche, de commencer vraiment à étudier, bien sûr, les pratiques, mais aussi les modes de production dans leur globalité, parce que quand on a un itinéraire technique, souvent dedans, on a des pratiques qui sont vertueuses et des pratiques un peu moins vertueuses, et ça ne s'additionne pas simplement. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de pratiques agressives et une pratique vertueuse, et en fait, la résultante n'est pas si mauvaise que ça, ou l'inverse. C'est-à-dire beaucoup de pratiques vertueuses, et puis on a une résultante qui n'est pas très bonne en termes de qualité biologique ou qualité microbiologique. L'addition de l'impact des pratiques, je vous ai montré l'impact des pratiques un peu de façon séquentielle. Quand on additionne ça, ça ne donne pas la somme que l'on s'attend à avoir sur la qualité biologique. Donc il faut le tester, il faut l'expérimenter, et il faut utiliser ces indicateurs pour encore améliorer nos connaissances sur l'impact de ces systèmes, et non pas simplement des pratiques. Ok, alors peut-être juste pour terminer sur la question de pesticides versus travail du sol, là, il y a de Thierry qui dit, et pour les produits bio à base de cuivre, tu disais, on peut en Alors, parler. il y a un vrai déni du cuivre en ce moment, on le voit parce que, au niveau de l'Europe, on est en train de baisser les doses, on veut même l'interdire. Aujourd'hui, globalement, il n'y a pas mieux que le cuivre en bio par rapport à ses propriétés antifongiques, notamment en vigne. C'est-à-dire que si on interdit le cuivre, ça va être compliqué de faire du bio. Voilà, on essaye de trouver des produits d'alternatives à la dose. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'à la dose du cuivre en agriculture biologique, c'est-à-dire 4 kg par hectare et par an, il n'y a pas d'impact sur la biologie du sol. Là, je vais vous mettre un lien d'une méta-analyse internationale qu'on a faite aussi sur le cuivre, je vous le mettrai tout de suite après avoir parlé, qui montre qu'à 4 kg par hectare, on n'a pas d'impact du cuivre. Par contre, dans certains sols, et notamment les sols viticoles, on a un fort historique d'utilisation du cuivre avec beaucoup d'accumulation, des fois des centaines de ppm, ce qui équivaut à des centaines de kilos de cuivre accumulés, même des fois plusieurs tonnes de cuivre accumulées dans le sol. Et on a le poids de l'histoire. Et le mal est globalement fait. Mais aux doses actuelles de l'agriculture biologique, il n'y a pas lieu d'avoir un effet d'alarme. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à utiliser le cuivre, ça veut dire qu'il faut se donner le temps pour entrer dans une transition où on trouvera un bon produit de remplacement au cuivre. Mais il ne faut pas faire ça dans l'urgence parce que sinon, ça va être non pas une transition, mais une rupture d'utilisation. Et le mode de production qui en dépend le plus, qu'est l'agriculture biologique, même s'il y a beaucoup de conventionnels qui utilisent aussi du cuivre, des fois sans le savoir, dans certains produits en termes d'adjuvants, parce que ça marche toujours un petit peu mieux sur les maladies fongiques en vigne quand on met un peu de cuivre, même dans des pesticides de synthèse, on risque d'avoir des impasses techniques pour ce mode de production en bio. Donc, oui, il faut sûrement sortir du cuivre. Aujourd'hui, il y a un effet d'accumulation historique qui est important. On réduit les doses. Les doses actuelles sont viables pour le bio, elles sont viables pour la biologie du sol, j'ai envie de dire. Donc, donnons-nous le temps de trouver un produit alternatif qui permettrait de remplacer le cuivre, notamment pour le mode de production biologique. Ok, alors juste avant de te libérer, pour que tu écrives, tu donnes le lien dans le chat, il y a une toute petite question de Christian. Est-ce qu'il y a du vivant sous le sol? Alors, ça C'est-à-dire dépend ce qu'on entend sous le sol. sous le sol. Voilà, donc le sol déjà est sous le sol. Alors le sol, c'est bon, il peut faire quelques centimètres, comme quelques dizaines de mètres, quand on est dans les limons profonds du nord de la France. Donc il y a d'autant plus de vivants qu'on est proche de la surface parce qu'on a la matière organique qui s'accumule et un peu plus d'oxygène. Même si certains organismes, notamment microbiens, sont anaérobies, peuvent vivre sans oxygène, la plupart, et notamment aussi la faune du sol, ont besoin d'oxygène et de nourriture par cette matière organique ou par les organismes qui se développent sur cette matière organique et dont ils vont être des prédateurs. Donc on a d'autant plus de vie qu'on est à la surface du sol, et quand on descend, la vie baisse, même si on retrouve des vers de terre des fois à quelques dizaines de centimètres ou quelques mètres, et on trouvera toujours des bactéries, des champignons, mais on a une décroissance en quantité et en diversité d'organismes quand on va dans les profondeurs du sol. Mais on peut trouver des micro-organismes très profondément, y compris dans des sites d'exploitation minière qui sont à des fois plusieurs centaines de mètres sous sol. Après, c'est quelques organismes par rapport aux milliards que l'on a à la surface du sol. Merci. Alors, il y a des questions plus pour Mathieu, là, mais il y en a en partie répondu. Alors, parce qu'en fait, il faut que je jongle entre ce qui est écrit dans le chat, ce qui est dans la discussion, ce qui est répondu par les intervenants. Et donc, en fait, il y avait plusieurs questions autour de
des possibilités d'usage de la méthode d'analyse et d'interprétation que vous proposez et qui va être en offre commerciale dans les différents systèmes de culture à la fois, bon, vous avez parlé de la viticulture, mais vous n'avez pas parlé d'arbres, de maraîchage, etc. En tout cas, comment toute cette offre va être disponible et sous quelle échéance? On a parlé de 2022-2023, mais pour certains systèmes et pas tous. C'est tout à fait ça, en fait, hein. Vous avez bien compris, il y a une partie donc indicateur, être en capacité de le mesurer, et puis après, être capacité de l'interpréter, de le valoriser pour un diagnostic dans un contexte pédoclimatique et de système de culture donnée. Donc, agroécosol, pour l'instant, c'est focalisé sur les grandes cultures et un peu les prairies aussi. Donc, c'est ce qui va être disponible sur le fin du printemps, été, automne 2022. Voilà, pour avoir le diagnostic complet, indicateur, interprétation, valorisation, restitution. Enfin voilà, on est calibré pour les grandes cultures et bien sûr les autres systèmes de culture type culture pérenne, viti-arbo, maraîchage ou même des valorisations dans le cadre de sols non agricoles comme les sols urbains sont aussi envisageables. Et les indicateurs, eux, sont mobilisables dans ces contextes-là, mais du coup, on s'arrêtera à un diagnostic relatif, c'est-à-dire on compare par rapport à une base de données, mais on n'est pas capable de donner un jugement de valeur et de construire tout le logigramme d'interprétation et de comparaison au niveau souhaitable de fonction, puisque ces niveaux-là, il faut les définir. Donc ça, c'est des travaux qui sont déjà en cours chez nous. Là, déjà sur la viticulture, il y a des choses qui sont déjà lancées. Et bon, les timings, l'arrivée devrait s'échelonner progressivement dans les années suivantes. Mais voilà. Ouais. Ok. Au niveau du coût, alors Pierre, remets ton micro parce que ça va te concerner. Il y a Christophe qui te demande quel est le coût d'une analyse Agrinov Reva pour un diagnostic, puisque tu disais que vous n'allez pas pouvoir continuer cette année. En fait, si, on a continué cette année, mais avec effectivement, je dirais, un certain nombre d'indicateurs un peu réduits. En fait, bon, il faut intégrer plutôt. C'est difficile de parler de coût parce qu'en fait, on est dans une démarche. C'est la démarche globale du REVA, c'est une démarche effectivement d'accompagnement de groupes d'agriculteurs sur un certain nombre d'années. Et l'offre REVA est adaptée à chaque groupe d'agriculteurs. Donc là, je ne vais pas annoncer de coût parce que c'est l'OFSV qui doit effectivement présenter son offre. Alors, c'est sûr que les indicateurs analytiques, ça coûte cher, mais il y a moyen effectivement d'adapter effectivement les indicateurs dans la démarche en fonction effectivement, je dirais, des groupes, de leurs demandes, de leurs préoccupations, etc. Ok, merci. Alors, il y a maintenant des questions autour des leviers qui permettent de passer de sols un peu dégradés à des sols donc dans le rouge, à des sols dans le vert. Une question d'Olivier, combien de temps faut-il pour qu'un sol qui est dans le rouge du point de vue de sa qualité microbiologique repasse dans le vert? Y a-t-il plusieurs scénarios de restauration selon le type de dégradation? Et dans la même ordre d'idée, sait-on faire une hiérarchie entre les différents leviers mis en œuvre, ceux qui sont le plus efficaces pour remonter les niveaux d'indicateurs dégradés? Qui peut répondre là? Je ne sais pas, Lionel, tu veux répondre? Mathieu, Pierre? Je vais répondre pour les micro-organismes parce que l'avantage des micro-organismes, c'est qu'ils sont petits, ils sont un peu excités, ils ont un temps de génération court et ils ont des grandes capacités d'adaptation et de réhabilitation. Et donc, ça peut être assez rapide. Alors après, tout dépend d'où on part. Si on part de très très loin, c'est-à-dire ce que j'appelle le rouge écarlate dans notre diagnostic, ça va être plus long et plus compliqué. Si on part d'une situation, je dirais un peu orange, voilà, on a une petite dépression, mais ça commence à s'exprimer sur les fonctions, mais ce n'est pas encore catastrophique, bah, ça sera plus court et plus facile. Donc sur les micro-organismes, c'est assez rapide et ça ne prendra pas 2 générations humaines, ni une génération. Ça peut prendre peut-être 2, 3 ans, à partir du moment où on applique les bonnes pratiques. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? Alors, moi je ne suis pas agronome, donc je ne vais pas faire du conseil agronomique et encore moins agricole, mais c'est un peu en lien logique avec ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire des réductions de travail du sol. Je ne dis pas qu'il faut arrêter le travail du sol, parce que ça peut être très compliqué dans certains cas, mais une réduction de l'agression mécanique du sol et de l'agression, on va dire, chimique par rapport à certains polluants et pesticides. Et puis surtout, parce qu'on parle beaucoup de travail du sol et de phyto, n'oublions pas de couvrir les sols et de les couvrir avec un couvert végétal diversifié et permanent. Et ça, je pense que c'est même
En fait, le problème du travail du sol, c'est qu'il a souvent une double peine. Il agresse mécaniquement le sol et en plus, généralement, il est synonyme d'une mauvaise couverture dans l'espace et dans le temps. Donc, si on améliore la couverture des sols dans l'année, sur toute la superficie de la parcelle et avec un couvert relativement diversifié dans la mesure du possible, eh ben, on améliorera assez facilement et assez rapidement, notamment sa microbiologie du sol, mais aussi de la biologie en général. Merci. Mathieu, Pierre, vous avez envie de compléter? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a mentionné Lionel, hein. C'est vrai qu'on l'a vu, les principaux leviers, adaptation du travail du sol, gestion de la diversité végétale, hein, puisque la plante, c'est aussi par ses racines un organisme du sol et qui est extrêmement important à mobiliser et essayer de maintenir vivant, hein. Les phénomènes d'exudation racinaire, c'est ça qui va stimuler une grosse partie du cycle du carbone et du coup de l'énergie des organismes dans le sol. Donc c'est vrai que c'est un levier puissant. Et puis il y a le levier aussi des apports exogènes de matière organique qui lui peut être aussi très rapide s'il y a des grosses quantités qui sont apportées, alors avec des doses adaptées tout de même, hein. C'est certain qu'après il y a différents types, différents effets en fonction des types de matière organique, mais ce levier-là aussi peut être, s'il y a des gisements à proximité, peut aussi être quelque chose d'assez intéressant. Et parce qu'en gros, les organismes du sol, ils sont limités par leur habitat et l'accessibilité aux ressources nutritionnelles, hein. Donc, si on leur fait un habitat correct et si on leur amène à manger en quantité et en qualité, normalement, l'effet, et effectivement, ça peut, quand on regarde des évolutions, des comparatifs, on peut voir au bout de 3-4 ans déjà des évolutions dans le bon sens. Après, le tout, c'est OK, on fait évoluer, mais après, il faut arriver à restabiliser au nouveau niveau qu'on a atteint. Et là, c'est vrai que parfois, c'est un peu plus long, ça, à mettre en œuvre pour arriver à maintenir, notamment avec l'apport de pro, où on peut avoir un effet coup de fouet, mais du coup, pour maintenir ça dans le temps, il faut persévérer un peu plus. Merci. Pierre, tu voulais ajouter quelque Oui, chose? ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'en fait, il faut un gîte, il faut un bon gîte et un bon couvert, voilà, pour que ça fonctionne bien. Comme Ok, dirait merci. Ça permet de répondre à une question posée dans le chat cette fois-ci qui disait que pensez-vous des couverts? Donc, vous avez répondu à ces questions en même temps. Il nous reste 5 minutes, donc deux types de questions encore. L'une concerne de Frédéric qui pose la question sur les données concernant l'impact des épandats de digestat de méthanisation sur la vie du sol. Et même chose sur les boues urbaines ou compost urbain. Quelles sont les données sur l'amélioration de la qualité microbiologique des sols via ces épandages? Vous avez des données là-dessus? Alors, des données, moi je veux bien commencer à répondre. Justement, on n'a pas de données et c'est le constat qu'on a fait il y a à peu près 2 ans quand on a commencé à voir les digestats de méthaniseurs arriver dans les paysages agricoles et notamment en termes d'amendement organique, d'épandage. Ils sont très riches en azote, en éléments minéraux, donc ils ont un intérêt agronomique, mais on avait très très peu de recul sur l'impact sur la biologie des sols. Alors, il y avait quelques collectifs associatifs qui montraient des vidéos de vers de terre morts, etc. Mais bon, voilà. Et donc, on a lancé, nous, un groupe de réflexion qui s'appelle MetaRêve, que je coordonne. Alors, le rêve est peut-être mal choisi parce que ça veut peut-être dire je rêve de méthanisation, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, des gens d'énergie, des collectifs de riverains, des agriculteurs. Il y a l'Association des méthaniseurs de France, des bureaux d'études, des instituts publics de recherche sur la biologie des sols, pour lancer des projets sur l'impact des digestats sur la qualité biologique des sols agricoles. Et ça a permis de mettre en place le projet Métabiosol, qui est financé par le CASDAR et dont Pierre Muniez est un chef de projet aussi, donc il pourra en parler plus précisément. Et donc, on a un manque d'informations. On est en train de lancer aussi une méta-analyse internationale sur le sujet. On est très méta-analyse, vous allez me dire, mais à un moment, il faut aussi aller référencer toute l'information en dehors de nos frontières pour voir ce qui s'est fait ailleurs, notamment dans des pays comme l'Allemagne, qui a plus d'historique dans ce domaine, et pour voir s'ils ont plus de références ou pas, parce que ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, ce sont des choses, et je vais laisser la parole à Pierre, qui pourra nous parler un peu plus de métabiosol là-dessus. Pierre? Oui, dans Métabiosol, il y a 3 volets, hein. Il y a les 2 premiers volets qui sont particulièrement ciblés sur l'impact des digestats sur la vie microbiologique, enfin sur la vie du sol, notamment avec un volet en mésocosme et microcosme, où on a reconstitué effectivement des sols et on a effectivement, je dirais, comparé l'impact de différents digestats avec différents témoins sur des sols reconstitués. Donc ça, c'est le premier volet. Un volet plus terrain,
donc dans des sites expérimentaux, 3 sites expérimentaux qui, depuis un certain temps maintenant, analysent et font des comparatifs avec témoins, donc en parcelle, expérimentale entre différents pros, dont des digestats, où là, effectivement, on va aller prélever sur un certain nombre d'indicateurs pour mesurer la vie biologique des sols. Donc là, ces 2 premiers volets, c'est une première partie où on étudie vraiment l'impact des digestats sur la vie microbiologique des sols, et une autre approche où effectivement on s'interroge plus sur les pratiques agricoles. En quoi effectivement les pratiques agricoles peuvent jouer plus que sur, je dirais, l'apport de digestat sur la vie microbiologique des sols, où là en fait on suit 80 fermes agricoles, donc Ok. 4 régions différentes. Merci, il est 59. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre. Peut-être une toute petite dernière question. Pour les autres, je transmettrai le tableau questions-réponses. En particulier, il y a 2 questions de Rémi auxquelles on n'a pas pu répondre. Juste une question d'Anne-Sophie. Y a-t-il un lien avec les possibilités de séquestration du carbone dans le sol? Quel est le lien entre la vie microbiologique du sol et la séquestration du carbone, puisque c'est un enjeu important aujourd'hui? En faisant très court, qui veut Les répondre? organismes sont le moteur biologique du sol et notamment ils dégradent la matière organique, donc ils vont la minéraliser, mais ils sont aussi capables de la transformer pour la stocker dans le sol. Donc à partir de ce moment-là, c'est à nous de bien maîtriser cette microbiologie du sol pour lui faire de la fertilité biologique avec une certaine part de minéralisation de la matière organique, mais aussi lui faire stocker du carbone, c'est-à-dire que tout ne soit pas minéralisé. Et donc ça dépend aussi des entrées de matière organique que vous faites, soit en termes de couvert, soit en termes aussi d'apport organique plus ou moins facile à dégrader ou plus ou moins difficile. Et donc, il y a un jeu subtil encore à définir de pilotage de la microbiologie et de la biologie du sol pour amener à ces grands services de stockage du carbone, mais aussi de fertilité, parce que le but, c'est aussi que le carbone serve à la fertilité. Merci beaucoup. Excusez-nous pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse, mais vous l'aurez en service après-don, comme je dis, auprès de nos intervenants. Il reste 2-3 questions à répondre. Et puis Bertrand, qui a levé la main, j'espère que ce n'était pas important, sinon il l'aurait mis dans le chat. En tout cas, merci. Il est 14 h, nous séparons. Nous avons encore 2 webinaires d'ici la fin juin. Le prochain, de la semaine prochaine, abordera la question de l'usage des Fab Labs pour développer l'agriculture numérique. Merci à tous. Merci Lionel, merci Mathieu, merci Pierre pour vos interventions. Je pense que votre vidéo sera revue et revue dans les prochains mois. Merci. À bientôt. Bonne semaine. Au revoir.